En fait, on peut voir que les enfants vont vraiment apprendre que, eux aussi sont acteurs de la relation, avec le parent, avec l'environnement. Enfin vraiment, chez les tout bébés, parfois le moment du change parce qu'on est vraiment dans le face à face ou, le moment où, si la maman ou le papa donne le biberon ou le sein, on va voir en fait que l'enfant va vraiment, s'adapter. On a une vraie conversation en fait, qui va se créer entre l'enfant, et l'adulte. Aujourd'hui, je reçois Lisa Jacquet, docteure en sciences cognitives et co-créatrice de Premier Cri, une communauté interdisciplinaire de recherche collaborative sur la petite enfance. Merci Lisa d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette invitation. Alors Lisa, avant de parler des projets de Premier Cri et de ta thèse aussi en sciences cognitives qui est autour de la petite enfance et de la robotique, je voudrais juste te poser une question rapide sur, ta licence Frontières du vivant. Parce que je sais que tu l'as faite au CRI et je crois comprendre qu'au CRI, la manière d'étudier, la manière d'apprendre est, est différente des facultés, universitaires habituelles, un peu plus collaboratif. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ça? Quelles sont les grandes différences? Alors, en effet, j'ai fait ma licence au CRI, donc le CRI, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire, de Paris, qui est rattaché à l'université de Paris, donc qui était, anciennement, l'université Paris-Descartes ou Paris 5. Mmh. Et donc moi, j'ai fait ma licence, je l'ai commencée en septembre, 2011, si je ne me trompe pas. Et c'était la première re année de la licence, en fait. Elle a été créée, l'année où j'ai commencé. Donc voilà, c'était une, expérience aussi particulière de ce fait-là, pas uniquement du fait que ce soit une licence, un peu originale. Mmh. Donc pour, l'introduire très brièvement, tu as parfaitement raison, hein, c'est un peu différent. Donc déjà, on est une licence, dans laquelle, dans chaque promo, en tout cas à mon époque, il y avait on était 18 étudiants quand on a commencé, dans notre promo. Donc voilà, c'est des beaucoup plus petits groupes que ce qu'on peut avoir, dans une, fac, classique. Enfin dans d'autres, types, de licences. Et donc c'est une licence qui est centrée autour de la biologie, donc ça s'appelle à Frontières du vivant, donc c'est aux frontières, des sciences du vivant. Mmh. Donc voilà, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'étudier le vivant, à la croisée de beaucoup de disciplines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, une des caractéristiques du CRI, c'est d'avoir toujours une approche interdisciplinaire, d'une question. Et donc là, pour étudier le vivant, on faisait, aussi bien, d'autres, sciences, on va dire sciences dures, qu'on fait, classiquement, de la physique, de la chimie, des mathématiques, mais on faisait aussi, de la philosophie, des sciences de l'éducation, enfin voilà, d'autres, approches. Et il y a toute une partie de nos cours et de la manière dont ça fonctionnait qui était centrée sur la pédagogie. Donc pour, donner un exemple, on avait, toutes les semaines, le vendredi, on se retrouvait souvent en fin de journée vers 16 heures, et on était les 18 étudiants et des représentants de la licence. Parfois le directeur du CRI, François Tadei était avec nous, et en fait, on discutait de comment ça s'était passé pendant la semaine et puis on disait: «Non, les cours de maths, ça va plus, comme ça ne nous convient pas, il faut que ce soit, fait de telle ou de telle autre manière». Donc en tant qu'étudiant, on avait vraiment, notre mot à dire sur, la Mmh. manière dont la pédagogie fonctionnait. Mmh. Et on apprenait beaucoup un peu par projet. Donc par exemple, je me rappelle un cours de chimie pour comprendre une loi, en chimie. On avait fait, on s'était mis par petits groupes d'étudiants. Chacun pouvait, imaginer une loi de chimie, puis après on devait la défendre comme si on était un débat un peu, présidentiel, on va dire, pour Mmh. dire: «Voilà, ma loi, pourquoi elle devrait fonctionner, la tienne ne fonctionnerait pas». Jusqu'à ce qu'on nous dise: «Bah, voilà, la réelle loi, c'est celle-là», mais on avait beaucoup de choses qu'on découvrait par nous-mêmes. Et une autre particularité, c'est que dès la première année, on faisait des stages dans des laboratoires de recherche, et en troisième année, on était dans une autre licence. Donc moi, j'y suis allée, en sciences biomédicales à l'université Paris-Descartes. Et je Mmh. suivais aussi des cours, au CogMaster, qui est le master que j'ai fait après, et on avait un stage, un semestre à faire où, j'ai rejoint le, laboratoire, psychologie de la perception, où je travaillais sur le bébé à partir de ma L3. Donc voilà, rapidement. Mmh. Du coup, ensuite, tu t'es intéressée, au développement, du bébé. Mmh. Qu'est-ce qui t'a attirée, dans cette période de vie? Alors en fait, je suis un peu, on va dire que c'est devenu mon sujet de recherche au départ presque un peu par hasard. Ouais. Donc pour raconter un peu mon parcours, ma
un des sujets qui m'intéressait au tout début et qui me passionne toujours, c'est l'olfaction. Donc, je suis vraiment très fascinée par ce sens. Et donc, pendant ma licence, qui était très centrée sur la biologie, j'ai fait des stages dans des laboratoires qui travaillaient sur l'olfaction. Et donc, une manière d'étudier l'olfaction, ça peut être soit au niveau moléculaire, soit chez des modèles, chez la souris, chez le rat, ce genre de choses. Et donc, j'avais fait un peu des stages comme ça dans des laboratoires. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que le quotidien de laboratoire, de la recherche chez l'animal, par exemple, ça allait pas me convenir parce que, bon, on a des collègues qui peuvent être super sympas, mais on passe quand même beaucoup de temps dans son labo, un peu tout seul, très coupé du reste de la société, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était pas, enfin voilà, c'était pas ça que ce dont j'avais envie dans ma vie. Et mes intérêts de recherche se centraient de plus en plus vers l'humain. Et donc, au moment où je cherchais mon stage en L3, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans différents laboratoires qui faisaient donc de la psychologie cognitive à Paris. Et j'ai vu qu'il y avait un laboratoire donc, qui est le laboratoire psychologie de la perception, et Thierry Nadzi qui travaillait sur le développement du langage chez le bébé. Donc le stage consistait à recevoir des familles au laboratoire avec leur bébé et leur faire passer une étude. Et je me suis dit, bon, bah là, pour le coup, il n'y a rien de plus social, quoi. Tu vas être tout le temps avec des familles, discuter avec eux, les accueillir, les avoir au téléphone, etc. Mmh. Mmh mh. Et puis, je ne connaissais pas grand-chose sur le développement de l'enfant. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et bon, j'ai commencé, voilà, il y a maintenant, 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, Ouais. à étudier le bébé. Et je me suis complètement passionnée. Donc, j'ai fait d'abord, je travaillais, voilà, comme je le disais, plutôt sur le développement du langage, puis je suis passée sur le développement de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc, c'est la capacité à concevoir que les autres ont des pensées différentes des nôtres. Mmh. Et ensuite, j'en suis venue à mon sujet de recherche de thèse, qui était le développement sensorimoteur du bébé. Et c'est un peu comme ça que je suis un peu arrivée par hasard en psychologie du développement, et j'en suis pas partie. OK. Et donc tu en arrives justement à ta thèse, là comme ça, du point A au point B, est-ce que tu peux nous Ouais, décrire un petit peu par quoi tu es passée? bien sûr. Alors en fait, donc oui, ma thèse a bien duré 3 ans. J'ai la particularité d'avoir, dès mon master 1, j'étais déjà dans l'équipe dans laquelle, je travaillais. Donc, j'ai fait ma thèse, j'étais co-encadrée par, 2 chercheurs, par, Kevin O'Regan qui travaille, lui aussi à ce qui s'appelle maintenant, l'INCC comme laboratoire de l'université de Paris, et qui était le laboratoire dans lequel j'étais déjà moi. Mmh. Et Rana Esseli qui, elle, est à l'université, Paris-Nanterre dans un laboratoire qui s'appelle le LECD. Et donc, en fait, dès le master 1, je travaillais avec Kevin O'Regan. Donc, j'ai fait presque, voilà, j'ai travaillé 5 ans sur ce projet. Donc, c'est vraiment le temps long de la recherche. Mais je peux expliquer brièvement ce que j'ai fait quand même. Donc, moi, en fait, ma question, elle partait un peu de comprendre qu'est-ce que c'est que la construction de soi, en fait. Comment est-ce que un bébé, il va construire le fait qu'il ait une entité unifiée, on va dire, à la fois au niveau de ce qui va être ses pensées, sa conscience, et aussi au niveau de son corps. Mmh. Et donc, c'était des questionnements que j'avais. Je m'intéresse même aussi chez l'adulte. Enfin, voilà, cette idée de qu'est-ce que c'est qu'avoir conscience de soi, qu'est-ce que c'est que le soi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Kevin O'Regan, mon directeur de thèse, travaillait lui aussi là-dessus. Et enfin, dans les théories qu'il a développées, il a développé une théorie qui s'appelle la théorie sensorimotrice de la conscience, et qui était cette idée qu'on a une conscience de soi qui en fait passe vraiment par le retour sensoriel qu'on a de nos actions. Donc, par exemple, quand je vais toucher la table, je sens, voilà, que c'est dur sous ma main, et si je touche mes cheveux, c'est pas exactement pareil sous la main. Donc voilà, on a Mmh. tout ce rapport à notre environnement, et tout ce rapport au corps aussi, qui est très important. En fait, c'est cette idée vraiment que la conscience de soi, qui peut paraître quelque chose de très abstrait, en fait, c'est quelque chose qui est très incarné, et qui passe vraiment par le corps. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup cette idée chez le bébé, de me dire, bah, en fait, comment est-ce que le bébé devient conscient de son corps, s'approprie son corps. Et à partir de là, je me suis intéressée à une notion que j'ai appelée le savoir-faire corporel du bébé.
Mmh. Donc, qui est comment en fait je sais utiliser mon corps, comment j'apprends à l'utiliser, à me dire tiens, bah, en fait j'ai deux bras et si je fais ça, ça fait un truc différent de si je fais ça, et j'ai des jambes et voilà. Et donc, moi je me suis posé cette question et j'ai essayé de comprendre ça. Comment est-ce que ça pouvait se développer chez des enfants à partir donc de l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 8-9 mois. Donc, comment est-ce que les enfants allaient découvrir que leur corps leur permettait de faire des actions dans l'environnement, que ça avait des conséquences et que ces conséquences, elles n'étaient pas forcément les mêmes si je bougeais. Donc, moi, je m'intéressais au mouvement des bras, si je bougeais mon Mmh. bras droit et si je bougeais mon bras gauche. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est les questionnements qui m'ont amenée à ma thèse et que j'ai développé donc pour décrire brièvement ce que je faisais. Donc je voyais des enfants qui avaient 2, 4, 6, 8 mois. Donc c'était pas les mêmes bébés, hein, c'était des bébés différents à chaque âge. Et je leur mettais des petits bracelets autour des deux poignets, qui étaient des bracelets qui contenaient des accéléromètres, donc ce qui permet de mesurer le mouvement. Et les enfants étaient face à un écran d'ordinateur sur lequel il y avait un petit personnage. Et quand il bougeait, ça faisait bouger ce petit personnage. Et plus il bougeait vite, plus le personnage bougeait vite. Donc la première question déjà que moi je me posais, c'était de me dire: «Est-ce que les enfants sont capables de percevoir que leurs actions ont des conséquences?» Donc est-ce qu'ils Mmh. perçoivent que quand ils bougent, quelque chose se passe dans l'environnement? Ensuite, ma seconde question, c'était de me dire s'ils sont capables de ça, est-ce qu'ils peuvent percevoir que en fait, c'est pas juste si je bouge n'importe quoi, voilà, mon corps, mais c'est si je bouge quelque chose d'assez spécifique. Et donc en fait, ils avaient 2 bracelets au poignet, mais il y en avait qu'un seul des 2 qui permettait de faire bouger le petit personnage à l'écran. Donc soit la main droite, soit la main gauche. Mmh. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que les enfants vont être capables d'affiner un peu cette conscience du corps au niveau d'un seul bras. Et donc voilà, j'ai vu des enfants de 2 à 4 mois et je me suis surtout concentrée de 2 à 8 mois, je me suis surtout concentrée sur les 4-8 mois. Mmh. Et ce que j'ai vu, c'est que dès 4 mois, donc c'est des choses qu'on avait déjà trouvées, hein, mais que j'ai confirmées, on va dire, les enfants sont bien capables de percevoir qu'ils peuvent agir sur leur environnement et ils vont agir de manière différente en fonction des conséquences de leurs actions. Donc si vous leur mettez pas de peu que j'avais un groupe d'enfants que je voyais qui, quand ils bougeaient, il y avait bien un bonhomme qui bougeait en face, mais ça n'avait aucun lien avec leur mouvement. Et ben, ces enfants-là, ils vont moins bouger que des enfants qui peuvent contrôler ce qui se passe sur un écran qui est en face d'eux. Donc, on a vraiment cette idée que les Mmh. enfants, dès tout petits, sont complètement capables de comprendre que leurs actions ont des conséquences sur l'environnement. Et ce Mmh. que j'ai aussi vu, c'est que dès 4 mois, les enfants étaient capables de distinguer que c'était un bras qui contrôlait plus que l'autre bras. Et un de mes collègues qui s'appelle Sergiu Popescu a continué des travaux dans ce sens après que moi j'ai terminé ma thèse. Et là Mmh. vient de publier un article dans lequel il a montré qu'on avait bien une évolution entre les enfants les plus jeunes et enfin, durant on va dire la première année de vie, où on va dire cette perception plus latéralisée du corps, enfin de se dire on a deux bras séparés, elle allait s'affiner et les enfants allaient être de plus en plus capables de bouger spécifiquement, voilà, un bras plus que l'autre bras pour contrôler ce qui se passe dans leur environnement. Donc Mmh. voilà. Je vais redire avec mes mots, mais tu vas me dire si c'est clair. Hem, au départ, l'enfant, il fait, des mouvements au hasard, c'est ça? Et il se rend compte au fur et à mesure que: «Ah tiens, quand je fais ce mouvement, il y a, cet objet qui bouge», et petit à petit, il va chercher à reproduire ce mouvement, c'est ça? De manière Exactement. spécifique avec son bras. Ouais, C'est OK. tout à fait ça et donc des travaux que, donc voilà, dans une thèse, on arrive toujours souvent une thèse, c'est un peu tu pars d'une question et à la fin, tu reviens avec une question un peu plus précise que ta question du début. C'est souvent le jeu plus que de trouver des réponses très concrètes. Alors parfois, bien sûr, ça arrive, mais c'est vraiment ça aussi notre métier de chercheur, c'est de savoir poser des questions et de comprendre à partir de tout ce qui a été fait dans la littérature scientifique et d'expériences qu'on va mener, de bien la préciser. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressée, à la fin de ma thèse et ce sur quoi je continue à réfléchir avec, les gens de mon équipe, c'est, ce que tu décris, c'est comment, en fait, ça se passe, heu,
entre ce qu'on appelle du babillage moteur, donc qui est cette notion Mmh. comme le babillage, les petits sons que fait l'enfant avant de faire des vrais mots. Ce babillage moteur, c'est un peu bon, voilà, je bouge un peu comme ça. On voit ça souvent chez les bébés, ces petits mouvements, et comment est-ce qu'on passe de ça à vraiment, voilà, j'avais des enfants à la fin qui faisaient des gestes super jolis du bras pour contrôler ce petit personnage qui pouvait bouger et que eux pouvaient contrôler. Et c'était très intéressant en fait de voir qu'il y avait, donc sur une seule séance, hein, c'était des choses très courtes, des différences entre les enfants et on en a chez qui, on voyait vraiment le mouvement des 2 bras, puis progressivement que ça s'affinait à un bras et chez d'autres enfants et ce qui est quelque chose qui était assez fréquent, c'était un peu comme, une découverte quoi. D'un coup, ils allaient bouger le bras et là, ils allaient se dire: «Ah, waouh, OK, il s'est passé quelque chose» et là, ils répétaient le mouvement et donc c'était Mmh. très intéressant de voir, ce que j'imagine des parents, peuvent observer parfois chez leurs enfants. On a l'impression que ça y est, ils viennent de découvrir un truc et après ils sont et c'est très, très important dans l'apprentissage chez les enfants, dans la répétition, et aussi dans le test. Donc par exemple, bah, je bouge, j'arrête de bouger pour voir comment ça se passe quand j'arrête de bouger. Est-ce que ça continue à bouger? Est-ce que, si je reprends, voilà. Donc c'est ce genre de choses en effet, qu'on observait. Mmh. OK. J'aimerais bien faire un lien avec, des choses que les parents, les familles ou peut-être les professionnels de crèche, vivent au Mmh mh. quotidien. J'avais fait un exercice un jour, par exemple, après la naissance, de demander, ils demandent aux parents de quand ils habillent un bébé, de mettre, la manche du bébé à l'entrée, de sa main pour qu'il finisse le mouvement tout seul. Mmh. Donc au début, c'est par hasard et petit à petit, l'enfant se rend compte que c'est lui qui s'habille et qu'il se passe quelque chose et qu'après après il a un t-shirt Tout à au lieu fait, de oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est très intéressant de voir, dans toutes ces routines, en fait, qu'ont les enfants, ce qui peut être, comme tu le dis, au moment où on va, s'habiller ou, par exemple, au moment du change aussi, ou du bain. On peut voir que les enfants vont vraiment apprendre que, eux aussi sont acteurs ils sont acteurs de ce qui se passe dans leur environnement et ils sont acteurs de la relation, avec le parent, avec l'environnement et on va voir donc comme tu le dis dans cet exemple que, peut-être qu'au début, voilà, l'enfant, se laisse un peu guider et va pas avoir forcément, lui-même, comprendre, quelles sont les conséquences de son geste et progressivement, il va apprendre ça et il va voir en effet que: «Ah bah tiens, quand je sens, la petite manche, sur, le début, de ma main, j'apprends le geste que si, voilà, je continue le mouvement et bah, ça va aider l'adulte, à m'habiller et puis ça va aider, dans cette danse un peu, qu'on a, dans ces petits rituels, de au moment où on change, où on habille les enfants et donc ça fait vraiment, voilà, partie, comme tu le dis très bien, de cette découverte du corps et de ce que moi j'ai appelé ce savoir-faire corporel. Donc qui est pas mmh. forcément de dire que l'enfant va c'est pas, ça veut pas dire qu'il connaît son schéma corporel, qu'il peut dire, «Ça c'est la droite, ça c'est la gauche», ou même qu'il est conscient, enfin voilà, on n'est pas encore forcément au niveau de la conscience, c'est pas vraiment ces questions-là que je me posais, mais c'est vraiment comment est-ce que je sais utiliser mon corps et on a la même chose, il y a des articles très intéressants aussi, chez des professionnels, en crèche, sur, ces moments, de change, du bébé, de toute cette, voilà, c'est cette danse presque qui se met en place, et comment est-ce que le bébé va aider, va apprendre, lui aussi à être acteur à la fois dans l'environnement et dans la relation, sociale, Mmh mh. C'est vrai que j'aimerais bien appuyer là-dessus parce que, vu que, vu qu'on dit qu'un bébé est dépendant à la naissance, qu'il doit subir, tous les déplacements, le fait d'être nourri, changé et cetera, bah, pas tant que ça, en fait, dans un sens où il est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Il est capable d'apprendre très rapidement et que si on a cette conscience-là, cette posture-là en tant qu'adulte, de se dire: «OK, là, il en est au babillage moteur, il en est à tester, à faire les choses par hasard. Mais si je répète, cette chose-là avec lui, il va finir par prendre conscience qu'il en est capable et se sentir beaucoup plus acteur» et finalement, je pense qu'on peut accompagner, les tout petits vers l'autonomie,
de manière beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait avant, Mmh. en fait. Oui, oui, complètement, je pense que c'est très important. En effet, on a peut-être eu une vision un peu à une certaine époque, de voir l'enfant comme un peu un réceptacle de savoir, qui allait, progressivement, presque un peu comme un être passif, qui était là et puis qui pouvait, uniquement regarder, entendre, être touché, être changé, être manipulé et progressivement maintenant on se rend compte qu'en fait, voilà, les enfants sont vraiment acteurs, de leurs apprentissages. Aussi bien au niveau, corporel comme moi, là je pouvais le décrire, mais c'est aussi des choses qu'on retrouve, au niveau cognitif, au niveau du développement du langage ou tout cela de tout ce dont on parlait de ce babillage, enfin langagier aussi, des enfants qui font des «ah», «eux». On peut se dire: «Bon oui voilà, ils font du bruit quoi», mais en fait pas du tout. Ils sont vraiment en train, de s'entraîner, à parler, à reproduire, des sons, de leur langue, et de s'adapter à leur environnement et c'est vrai que ça va être très important de, même avant, par exemple, pour le langage, même avant que l'enfant soit capable de parler, de s'adresser à lui, d'avoir toutes ces mimiques de communication, et de prendre en compte que, voilà, il est vraiment déjà en train dans une posture d'apprenant, dans une posture d'apprenant actif. Les enfants sont vraiment, très, très, actifs dans leurs apprentissages, et dès la naissance, et même in utero, en fait, il y a des choses incroyables qu'on peut observer, in utero. Donc maintenant, on a des technologies qui permettent de vraiment faire, de la vidéo, on va dire, de ce qui se passe in utero et on peut voir que les enfants, sont déjà, en train dans un apprentissage actif et je rejoins Mmh. complètement ce que tu dis que c'est une vision de l'enfant qui est importante à transmettre à mon avis, aussi bien, aux parents qu'aux professionnels, qui prennent soin des enfants, de se dire, voilà, ces enfants, ils sont déjà en train d'apprendre et il faut, voilà, aussi, oser se sentir à l'aise avec ça et de leur donner, la possibilité de le faire, Mmh. 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 Mmh, j'aimerais revenir aussi sur un point, à un moment donné, dans le début de ta thèse, tu définis, la motivation intrinsèque du bébé et tu parles de 4 points, que le bébé, s'intéresse à ce qui est nouveau, hem, complexe, inattendu et ce qui est dans le contrôle. Est-ce qu'on pourrait ensemble essayer de trouver des exemples, concrets de ces choses-là? Par exemple, je vais commencer avec, le bébé est intéressé par ce qui est nouveau. J'avais vu au Mmh. CRI d'ailleurs, au Centre de recherche interdisciplinaire, une vidéo qu'un monsieur passait, qui s'intéressait au bébé, que, c'était une expérience où, tu donnes, au bébé, le choix entre, un objet qu'il connaît, comme sa tétine et un trousseau de clés qu'il ne connaît pas encore. Bah, il va aller vers le trousseau de clés. Si tu lui donnes un jouet qu'il connaît et un objet, comme une cuillère, qu'il n'a jamais vu, il va prendre la cuillère. Donc ça, je trouve ça intéressant à transmettre, que les enfants aiment la nouveauté et sinon pour ce qui est complexe, donc ils préfèrent, des choses qui sont entre, heu, pas trop difficiles, mais un petit peu quand même. Est-ce que toi, tu as des exemples par rapport à ça? Oui, je pense que c'est donc bah, déjà merci beaucoup parce que quand on écrit une thèse, on a un peu l'impression que personne à part, nos rapporteurs de thèse et nos directeurs qui, nous aident à la corriger ne la liront. Donc je suis Ouais, ouais. ravie qu'au Je moins l'ai une pas autre fini, hein, mais personne, je le souhaite parce que c'est un peu long, mais au moins je suis vraiment contente, merci. Oui, c'est très alors moi cette notion, donc de motivation intrinsèque, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est un mmh, peu les 2 notions clés, on a parlé, pour l'instant du savoir-faire corporel, ce dont on parlait avant et l'autre notion clé de ma thèse, c'est la motivation intrinsèque. mmh, Donc peut-être juste pour redéfinir très simplement ce principe, donc on peut distinguer, 2 types de motivation. Il y a la motivation qui est la motivation extrinsèque, donc qui est celle qui vient de l'extérieur. Donc ça va être par exemple, faire, quelque chose pour, obtenir une récompense, donc ça peut être, je sais pas, j'apprends, ma leçon, parce que je sais que, si, je l'ai bien appris après, je vais avoir un bonbon, une image, enfin j'en sais rien. En tout cas, mmh, je vais le faire parce que, on va me donner une récompense extérieure. Et la mmh, motivation intrinsèque, c'est j'apprends ma leçon parce qu'en fait, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. mmh, Et c'est voilà, c'est un peu le moteur interne, de, l'apprentissage.
Et cette motivation intrinsèque, elle est immense à tout âge, mais chez le bébé, c'est super impressionnant. Bah, quand on voit qu'entre 0 et 3 ans, tout ce qu'ils apprennent et personne, voilà, on ne va pas leur donner un bonbon dès qu'ils commencent à marcher pour leur dire oui, continuez, c'est bien. Ils sont, les enfants, les bébés et les enfants adorent apprendre. C'est vraiment, voilà, ils ont cette motivation intrinsèque à apprendre. Et elle se retranscrit comme tu le dis, donc il y a cette appétence, pour, ce qui est nouveau, donc là tu as parlé et on a aussi cette idée donc les enfants sont attirés par ce qui est complexe, il y a cette idée de complexité intermédiaire donc de Vygotsky, peut-être, oui, attendez, il y a un autre chercheur dont là j'ai le nom qui m'échappe, je pourrais le rajouter. Si un bébé, est capable, donc imaginons juste de bouger son bras et de regarder sa main qui bouge devant lui, donc bon, c'est déjà super à faire. Et il n'est pas encore capable de, prendre, on va dire, de faire la pince et d'attraper quelque chose. Ça, ce serait trop complexe pour lui. Mais on va avoir quand même une complexité intermédiaire qui va être intéressante. Donc ça va être par exemple je vais passer la main qui bouge à tenir quelque chose dans la main et pouvoir le bouger. Et donc ça va être un peu plus complexe parce que c'est pas exactement pareil. Donc quand je bouge ma main, quand je bouge, j'ai un retour parfait, quoi. Il n'y a pas du tout de différence. Alors que quand je bouge un objet, ça peut faire des petites variations de son un peu différentes, ce genre de choses. Donc ça va être cette complexité-là qui va être recherchée par l'enfant. C'est un peu quelque chose qui n'est pas ni trop facile ni trop difficile pour lui. Donc voilà, ça peut être des choses, qui vont être, je pense, si on veut aller vers quelque chose de plus concret, ça peut être pour les parents ou pour, les professionnels de petite enfance, de laisser aussi à la disposition des enfants, des choses on va dire des activités, des jouets, qui sont de différents niveaux pour que les enfants puissent aussi eux-mêmes, parce qu'ils en sont souvent capables, se diriger, alors avec l'accompagnement de l'adulte qui est extrêmement important, vers, des choses qui vont être de cette complexité intermédiaire, qui, les intéressent. Très bien. Et par rapport à l'inattendu, Mmh. heu, j'ai eu du mal à le rattacher à quelque chose. Ça m'a même étonnée. Je me suis demandé, par exemple, si si changer d'environnement, c'était, quelque chose d'inattendu ou là c'est trop fort? Par exemple, passer de l'environnement de la maison à l'environnement de la crèche? Ou c'est encore autre chose Hem, dont tu parlais? je pense que dans l'inattendu, j'ai pas réfléchi, au changement d'environnement, de ce que ça pourrait, comment ça pourrait être perçu, par l'enfant. Mmh. Mais, ce qui va, heu, on va dire, attirer l'attention des enfants et ce qui va les intriguer, c'est quelque chose qui a un comportement qui est pas celui, on s'attend à voir. Donc Mmh. dans des expériences, hein, c'est des choses qu'on manipule bien sûr, nous pour, l'étudier. Donc on va par exemple présenter à un enfant, une voiture, qui roule, une petite voiture, hein, qui roule sur une table. Elle arrive au bout de la table et elle continue à rouler, dans le vide comme ça, ce qui est Mmh. inattendu complètement, c'est pas censé pouvoir arriver. Et alors là, les enfants sont vraiment, vont, regarder, c'est cette voiture, qui vole, comme ça, en se disant: «Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça?» Parce que ça vient, casser une des lois, de la physique qu'ils ont quand même, progressivement apprises, donc bon, bien sûr pas la loi mathématique, mais ils l'ont expérimentée. Mmh. Et donc dans ces expériences qui ont été faites, on a aussi, après les enfants, on leur donne la voiture et on va voir qu'ils vont la taper sur la table qui est devant eux pour dire: «Bon attends, comment elle marche cette voiture-là? Est-ce qu'elle passe à travers les tables?» ou ce genre de choses. Donc ils ont vraiment c'est plus, dans ce sens-là d'inattendu, c'est quelque chose qui a un comportement, qui est pas, habituel. Mmh. Après, on a, les enfants vont, ça je pense pas que ça veuille dire, par exemple, que, ils vont, rechercher, par exemple, un adulte qui a un comportement qui d'un coup est très changeant. Donc, si on a, Mmh. toujours eu, en tant que, je sais pas, un bébé qui peut, enfin s'il pleure, son parent vient et le câline. Si d'un coup, le parent se met à le gronder parce que, il pleure, donc ce qui peut être inattendu, ça va pas du tout être appréciable pour l'enfant. Donc il y a quand même, Oui. tout de ce qui est inattendu, n'est pas intéressant. Oui. Et c'est la même chose, en fait, c'est toujours un peu cette même idée parce que même, donc cette appétence qu'ont les enfants pour le nouveau, ils ont aussi une appétence pour le familier. Donc c'est toujours un peu entre les 2. Mmh. Mmh. Et ça va aussi dépendre, de leur état interne et ça, c'est quelque chose que les professionnels doivent, observer fréquemment. Et ça fait un peu le lien avec ta question sur Mmh. l'environnement.
c'est que peut-être un enfant qui, chez lui, dans son environnement, familier, on va lui présenter, sa tétine ou le trousseau de clés, il va aller se diriger vers le trousseau de clés parce que, il a, on va dire, voilà, il est déjà dans un environnement qui est rassurant. Il peut aller se diriger vers le Mmh. nouveau, et l'explorer. Par contre, peut-être que quand il va arriver à la crèche pour la première fois, et là, si on lui présente sa tétine ou un jouet qu'il a jamais vu, il va Mmh. au contraire aller vers la tétine, parce que c'est familier. Et donc on est un peu Mmh. toujours dans cette notion dont on parlait avant de degré de complexité. C'est que Mmh. si l'environnement est déjà nouveau, il y a déjà beaucoup de complexité à traiter. Donc Mmh. je vais plutôt aller vers la tétine parce que niveau complexité, ça va, j'ai de quoi faire. Alors que si je suis à la maison, je suis Mmh. disponible pour, traiter de nouveaux éléments, là, je vais aller me diriger vers de nouvelles choses. Donc c'est aussi Mmh. peut-être quelque chose qui peut être pris en compte parfois, c'est de se dire que, voilà, il faut imaginer que, quand on est un bébé, il y a plein de choses qui sont nouvelles, pour nous, Mmh. et donc que parfois, des petites choses peuvent déjà prendre beaucoup de place, dans un apprentissage, et voilà, qu'il faut être dans un terrain, on va dire, apaisant pour, pouvoir se diriger vers de nouvelles choses. Mmh. Ouais, 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 c'est super intéressant effectivement, d'essayer de trouver un juste milieu, et de se poser la question, heu, là, si je me mets à la place, du bébé, qu'est-ce qui est complètement nouveau pour lui? Est-ce qu'il a besoin, d'être rassuré? Est-ce qu'il a besoin de plus de rituels pour justement ouvrir ses fenêtres d'apprentissage et de Mmh. complexité pour, lui permettre, d'oser explorer, son environnement? Mmh. Oui. Complètement, complètement. Je passe un peu de temps, pour mes expériences en ce moment dans des écoles maternelles, donc là, c'est des enfants un peu plus grands, et c'est très intéressant de voir, comme, les professeurs des écoles, avec lesquelles j'ai travaillé ont vraiment souvent des rituels, dans la classe, et j'imagine que dans les crèches, il va y avoir des choses qui sont, mises en place de la même manière, qui sont en fait aussi des manières très rassurantes pour les enfants de pouvoir être complètement disponibles pour après faire d'autres choses, de nouveaux apprentissages, être dans cet environnement social, parce qu'on a parfois l'impression que ça fait pas partie de l'apprentissage, mais au contraire, quoi, il y a vraiment toutes ces interactions entre les enfants avec les adultes qui se passent, et c'est vrai que cette, on va dire cette, ce truc de base un peu ritualisé, ça permet d'avoir, cette disponibilité aussi, pour la suite, Ouais, tu dis qu'il y a aussi les interactions qui sont importantes avec les adultes. Hem, Est-ce qu'on peut aussi faire ce lien-là, tu penses de quand je pleure ou quand je fais tel mouvement, il se passe quelque chose chez mon interlocuteur, chez cet adulte, donc je cherche à reproduire ce que je suis en train de faire pour voir cette réaction chez l'adulte? complètement. Ouais. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée. Donc, ce que j'expliquais au départ, sur, comment est-ce que, on va apprendre ces boucles entre une action et le retour sensoriel que j'ai de mon action. En fait, ça fonctionne très bien pour, voilà, bouge ma main et je la vois bouger, mais ça fonctionne aussi très bien pour, je bouge ma main et je te vois, regarder, ma main qui bouge, Mmh. et donc ça, c'est aussi, c'est ce côté social, de l'apprentissage des conséquences, de ces mouvements, et c'est quelque chose qui se passe super tôt, chez les enfants. Enfin vraiment, chez les tout bébés, on va pouvoir observer que, ils vont avoir, dans l'échange, donc souvent, les enfants vont commencer par, des échanges qu'on va dire, dyadiques, donc c'est au niveau de on est 2, on est donc, le papa, la maman, quelqu'un qui prend soin, de l'enfant, et donc dans ces échanges privilégiés, donc qui peuvent être un moment intéressant à observer, c'est, parfois le moment du change parce qu'on est vraiment dans le face à face, ou, le moment où, si la maman ou le papa donne, le biberon ou le sein. Et de pouvoir, quand on va voir en fait que l'enfant va vraiment, s'adapter. On a une vraie conversation en fait, qui va se créer entre l'enfant, et l'adulte. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que, c'est pas uniquement, l'adulte qui mène la conversation, c'est vraiment les 2 qui sont, là-dedans, et l'enfant va s'adapter. Il va en effet remarquer que, quand il fait un sourire, il y a un sourire, de la part, de l'adulte en retour, et on a ce qu'on appelle des tours de parole qui sont respectés, par l'enfant. Donc il va pas, sourire ou babiller en même temps que l'adulte est en train de parler et de sourire, donc il va vraiment Mmh. respecter, ces tours de parole, et ça, c'est des choses qu'on observe chez les nourrissons, très tôt, et aussi, de manière intéressante, donc c'est par exemple des travaux,
qui ont pu être faits par Maya Gratier à Nanterre, de cette idée qu'on a aussi un apprentissage qui est culturel en fait et que des enfants qui sont issus de cultures où on va avoir des tours de parole qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, par exemple, nous, dans notre culture, les tours de parole, tu vas vraiment attendre que j'ai fini de parler pour prendre la parole. Bon, particulièrement dans une situation en visio, parce que ça peut être un peu plus compliqué. Mais il y a certaines cultures où on va avoir en fait ça va un petit peu voilà, on va commencer à parler au moment où l'autre est encore en train de finir sa phrase, ce qui n'est pas du tout considéré comme impoli, c'est des différences culturelles. Et on va voir que chez les bébés, ces différences culturelles, elles se retrouvent déjà, où dans certaines cultures, les bébés vont commencer à babiller avant que l'adulte ait fini de parler. Et c'est exactement comme tu le dis, c'est un peu les mêmes mécanismes qui peuvent être mis en jeu. C'est d'apprendre, l'enfant apprend que en fonction de ses actions, il a un retour de son environnement et aussi de son environnement social, vraiment dans cet échange continu, donc dans un flux je fais une action, j'ai un retour et le retour va aussi me faire déclencher moi une nouvelle action. Donc tout à fait, ça s'applique parfaitement. Mmh. OK. Bah, écoute, je vais partir sur, 1er cri, du Oui. coup et vos projets. Déjà, comment c'est né, 1er cri? Alors, donc 1er CRI, comme tu le donnais expliqué en intro, donc on est une initiative de recherche, au sein du CRI, où on fédère, une communauté, donc vraiment dans cette, envie, de relier, autour, de la petite enfance. Donc on est chez les enfants, qui ont entre, 0 et 6 ans, des personnes qui ont des points de vue, très variés. Donc comme toi, tu peux aussi le faire, par exemple, dans tes interviews, d'avoir à la fois, des familles, des personnes qui prennent soin des enfants, du côté éducation, du côté de la santé, et aussi des chercheurs et aussi des personnes qui développent des projets, donc qui peuvent être du côté, des designers, des éditeurs, voilà. Donc de vraiment toutes ces personnes qui, ont des intérêts proches et qui ont des connaissances aussi spécifiques, de pouvoir les faire discuter ensemble, de trouver du vocabulaire commun, des temps communs, pour, aussi bien faire avancer la recherche que faire avancer les actions de terrain. Donc ça, c'est notre envie, chez Premier Cri et donc on a développé, cette initiative avec, Marion Voilot. Donc on était, toutes les 2 en thèse au CRI à ce moment-là. Donc Marion, est, designer, et architecte de formation, et elle est toujours en thèse, Marion, elle fait une thèse, en design, au CRI et donc en fait, quand on s'est rencontrés un peu par hasard. Marion était venue faire une présentation dans mon labo, à Nanterre. Elle expliquait son projet, de fin d'études, où elle avait, créé des activités pour les enfants, dans la classe et moi, j'ai trouvé ça super chouette ce qu'elle faisait et puis c'était aussi la première fois que je rencontrais quelqu'un, aussi loin de mon milieu, on va dire, sur la petite enfance et on a discuté rapidement tous les 2 et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des approches à la fois, enfin très complémentaires, de notre manière de voir l'enfant. Donc elle a cette approche, qui vient du design, qui est vraiment de placer l'usager au centre, de ce qu'elle fait. Donc là, l'usager, ça va être l'enfant ou les personnes qui prennent soin des enfants et c'est vraiment de se dire comment on peut créer des expériences vécues pour, les enfants, quand ils vont être, dans la salle de classe, à la crèche, à la maison, pour que l'expérience vécue soit la plus appropriée, à l'enfant. Et nous, on a cette vision autre quand on fait de la recherche, qui est plutôt de dire, bah, comment est-ce qu'on peut créer des situations, expérimentales dans lesquelles on va pouvoir, étudier des choses. Donc soit étudier des choses très théoriques comme moi je l'ai fait dans ma thèse, soit étudier des choses plus concrètes. Bon, bah, tiens, si, maintenant, tous les matins à la crèche, on passe une musique, et qu'est-ce que ça va changer sur le comportement des enfants? Voilà et donc on va mesurer, ces choses-là. Et donc on s'est dit: «Bah, en fait, nos 2 approches, elles viennent un peu répondre aux manquements qu'on peut avoir, des 2 côtés». Parce que moi, je ressentais du côté de la recherche, parfois une frustration de me dire: «Bah, je me sens encore un peu loin du terrain, Mmh. et puis, mes expériences faites dans mon laboratoire, dans un environnement très pauvre, parce qu'il faut qu'il soit bien contrôlé, ça ressemble pas tant que ça à la vraie vie des bébés, et puis c'est pas, c'est pas applicable directement, sur le terrain, c'est voilà, j'ai Mmh. envie, de faire un peu, autrement, Marion, elle avait, vraiment elle faisait autrement, mais parfois elle me disait: «Bah, voilà, nous, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas les évaluer exactement, on ne sait pas quelles sont, les consé enfin, on peut voilà, on n'a pas cette habitude, d'évaluer de manière, très, méthodique, les choses
Et donc, on a commencé à discuter toutes les deux et à monter cette initiative parce que, voilà, après, en commençant à en parler, on a d'autres personnes qui étaient donc des copines qui sont pédiatres, psychomotriciennes, éducatrices de jeunes enfants qui nous dit: «Ah, mais nous aussi, on a un peu, on est frustrés par des choses, on a envie de les partager avec les autres, on a envie de ce genre de projet». Et donc on a monté on a fondé, on va dire, Premier Cri en septembre 2018 et on a commencé par faire, d'abord au Cri, des projets, des événements surtout, en se disant: «Bah, voilà, ce qu'on va faire en premier, c'est de réunir les gens». Et donc on a fait des ciné-débats, des journées de workshops, d'ateliers où on essayait de réunir des gens de milieux, très variés, et de les faire discuter ensemble sur des thématiques. Et puis progressivement, on a monté, 2 autres projets. Donc un projet qui est un MOOC, un cours en ligne qui s'appelle «La petite culture numérique, le développement du tout petit à l'ère numérique», qui était, en ligne sur, la plateforme, France Université Numérique, entre janvier et fin février, 2021 et qui est toujours, les épisodes sont toujours disponibles, il y a sur notre, site. Et donc c'est une sorte de documentaire plutôt. On a interviewé pareil, des gens d'un peu, plein de milieux différents, sur cette question, de, l'usage des outils numériques, chez les enfants entre 0 et 6 ans. Et on a un autre projet qui s'appelle l'Igloo, qui est, un espace numérique interactif sans écran pour les enfants. Donc là, pour les enfants de 3 4 ans actuellement, dans la version dans laquelle il est et qui est à la fois, donc une preuve de concept qu'on peut faire du numérique sans écran, qu'on peut faire vivre des belles expériences aux enfants, avec, du numérique et qui va impliquer le corps des enfants. Donc où ils vont être en mouvement, ils vont explorer, ils vont pas être assis à regarder quelque chose, mais ils vont vraiment être dans cette exploration. Et donc ça, c'est une chose de ce projet et puis l'autre chose, c'était un peu ce dont j'essayais de parler, c'est cette envie de créer un sorte de laboratoire en dehors du laboratoire dont notre igloo, c'est un peu comme il faut imaginer une cabane pour enfants. On peut, la dézipper, la mettre dans une voiture, l'amener, dans une école, hop, on la remonte et les enfants peuvent vivre des expériences dans un environnement qui est contrôlé, qui est clos, mais d'un autre côté qui a été pensé pour eux, et donc voilà. Donc c'est un peu, nos 2 projets, qu'on a menés jusqu'ici et voilà et là, on espère, commencer en juin, la suite de nos projets, qui est de mener des recherches-actions, collaboratives, donc pour commencer dans des crèches. Donc voilà, de réunir, un chercheur ou une chercheuse, un designer ou une designer et 5 établissements, d'accueil, du jeune enfant et de les faire travailler ensemble de manière la plus horizontale possible sur, un projet de recherche, pendant 1 an. Mmh. Waouh! C'était Quel, peut-être, ouf, beaucoup de choses. ouais, ouais, quel programme. Hem, Par rapport à l'igloo, j'aimerais bien, visuellement que les gens puissent un peu plus se représenter. Donc c'est une cabane. Qu'est-ce que peuvent faire les enfants dedans? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, l'igloo dans la version dans laquelle il est, donc voilà, c'est en effet une petite cabane. Elle a pas de toit, donc voilà, c'est un petit espace, donc on peut, y rentrer, il y a une porte par laquelle on peut rentrer, donc il y a une petite porte. Alors des gens petits comme moi, adultes, peuvent y rentrer, mais c'est plutôt adapté pour les gens enfants, on va dire. Et donc, quand on rentre, dans cet igloo, donc là, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour accueillir l'enfant et qui va lui dire, voilà, donc là, c'est le nid d'un doudou qui est endormi. Moi, je suis trop grande pour rentrer, mais toi, tu peux y aller si tu as envie, d'aller voir. Et donc, quand on rentre, il y a une queue de doudou qui dépasse, donc on peut l'attraper pour rentrer. C'est pour faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, Mmh. quand on rentre dans cet espace, il y a en effet une sorte de grosse, peluche, donc qui est dans du coton molletonné, qui est, avec, des petits yeux, qui est allongée là, par terre. Et la personne qui était à l'extérieur de l'igloo a d'abord, précisé à l'enfant, «Si tu veux, il faut que tu voilà, allume la lumière quand tu rentres dans l'igloo». Et donc il y a un interrupteur, donc qui est en fait un patch, en feutrine orange et quand l'enfant va aller, appuyer sur cet interrupteur, il y a une petite, bande de LED qui va changer de couleur. Donc elle passe du bleu foncé où la lumière est très basse à une couleur plus vive, du orange et donc ça allume la lumière et ça déclenche aussi, une voix qui parle. Donc on a une enceinte qui est cachée dans un des murs de l'igloo et donc on l'a représentée par, voilà comme une petite radio, qui est collée aussi, contre le mur et se présente, quelqu'un qui est Baba, la petite voix et qui va inviter l'enfant à interagir avec Doudou qui est là, qui est pour l'instant endormi et donc l'idée, ça va être d'inviter l'enfant à interagir avec cet environnement qu'on a créé,
Et donc, on va lui proposer différents types d'interactions. Donc, on avait cette première interaction qui était appuyée sur de la feutrine pour changer la lumière. Ensuite, pour aller dire bonjour au doudou qui est endormi. Donc, le doudou, il a un cœur rose en velours cousu sur lui. Et si on va mettre sa tête sur le cœur rose, ça vibre. Donc, c'est les ronronnements du doudou. Et donc, voilà, dès qu'on touche le cœur, alors avec la main ou avec la joue, ça vibre. Et puis, quand on arrête de le toucher, la vibration s'arrête. Bon, vous voyez un peu le lien avec mes travaux de recherche précédents, donc de comment est-ce que mes actions vont pouvoir modifier mon environnement. Après, on va inviter l'enfant. Donc, le doudou a aussi des sortes de poils verts qui dépassent donc il a une tache avec toute verte avec des poils. Et quand on va venir chatouiller cette tache, on va avoir le rire du doudou qui se déclenche. Donc, c'est une autre manière d'interagir avec ce doudou. Et puis après, il y a un objet jaune qui est caché à l'intérieur de l'igloo. Et donc, on va proposer à l'enfant de le trouver déjà. Et en fait, à l'intérieur de cet objet jaune, donc un peu une forme de mini haut-parleur, oui, il y a un téléphone qui est dedans. Et donc, ça utilise une technologie qui s'appelle Como, qui a été développée par l'IRCAM, et qui fait que quand on secoue l'objet, donc on secoue le téléphone qui est à l'intérieur, mais qu'on ne voit pas du tout, qui est complètement caché par l'objet, ça déclenche de la musique. Et plus on le secoue vite, plus la musique va vite. Donc, c'est pour inviter l'enfant à s'amuser un peu avec le doudou, à danser, etc. Puis après, l'enfant peut recacher l'objet jaune. Et la voile, Doudou est fatigué de toutes ces activités et la voile invite à éteindre la lumière. Donc, on refait ce geste d'appuyer sur le bouton en feutrine et ensuite de pouvoir sortir de l'igloo. Et il doit garder le secret de ne pas raconter où est-ce qu'il a caché l'objet jaune. Voilà. Ok. Tu m'as dit qu'avec cette cabane, vous alliez faire des recherches sur le terrain. Quel genre de données vous pouvez récolter à partir de cette cabane? Alors, c'est une très bonne question. Donc notre idée, c'est, de premièrement, faire, souvent ce qu'on fait, quand on mène des recherches, donc c'est de faire ce qu'on appelle des études pilotes. Donc c'est un peu de vérifier en fait, déjà que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne bien. Donc là, c'est ce qu'on va faire, durant le mois de juin. Et donc pour ça, le type de données qu'on va récolter, ça va être, d'enregistrer, au niveau, vidéo, le comportement des enfants à l'intérieur, de une question. C'est déjà de se dire: «Voilà, je vous ai décrit, les 4 interactions qui étaient possibles. Est-ce que les enfants, réalisent bien ces 4 interactions? Est-ce qu'ils comprennent?» Voilà, parce que bon, nous, on imagine toujours, «Ah bah, ils vont faire ça», mais parfois ils font pas du tout ce qu'on pense les enfants et ils vont, trouver que ça c'est pas du tout intéressant ou ce genre de choses. Donc il y a déjà eu plusieurs versions de l'igloo qui existent, par rapport à ça. Donc ça va être une des premières choses, qu'on va faire, et puis aussi de mesurer par exemple le temps que, les enfants restent dans l'igloo. Est-ce qu'ils font bien toute l'histoire en entier ou est-ce qu'ils trouvent ça, trop long, ennuyeux? Voilà, donc on a un peu ces 1 choses, donc de voir déjà est-ce que ce qu'on a pensé ça fonctionne bien? Et ensuite, notre question de recherche, qui fait partie de la thèse de Marion Voileau, c'est de savoir, est-ce que le fait que dans l'igloo, on utilise ces technologies numériques, donc que les interactions qu'on propose à l'enfant, c'est une histoire, mais qui est interactive. Et donc, voilà, comme je disais, si on va gratter un endroit dans la pièce, ça déclenche un son, ce genre de choses. Est-ce que ça a un intérêt, en fait, pour les enfants? Et pour tout ce qui va être leur imaginaire, comment ils retiennent des histoires, comment ils font ce qu'on appelle des inférences dans une histoire. Donc en fait, on va avoir donc ce qui se fait classiquement en recherche, hein. On va prendre un groupe d'enfants qui est le groupe expérimental et puis un groupe qu'on dit le groupe contrôle. Et donc on a des enfants qui vont vivre l'histoire que je vous ai décrite avec voilà, quand je vais interagir avec les différents éléments dans l'igloo, j'ai des retours sensoriels. Et on va prendre un autre groupe d'enfants qui, eux, vont vivre exactement la même histoire, mais quand on va leur dire: «Ah, tiens, va chatouiller, le doudou», ils le chatouillent, mais le doudou, il va pas rigoler. C'est juste, voilà, on invite quand même l'enfant à faire la même chose, mais il a pas de retour, sur ses actions. Et donc, on veut voir si entre ces 2 groupes, on va avoir des différences, à la fois, dans l'appréciation déjà, premièrement. Est-ce que c'est plus sympa, quand on a des retours, sensoriels, ou est-ce que c'est équivalent, en fait? Aussi, dans la manière dont les enfants ont retenu l'histoire. Donc, on va les tester à la fin sur, est-ce qu'ils ont bien retenu les différentes étapes, de l'histoire? Et aussi, dans leur capacité à faire des inférences. Donc ça veut dire, dans les inférences, c'est, par exemple, si on leur demande,
«Ah, est-ce que c'est un doudou, qui aime bien la musique?» Donc si on leur a pas dit parfois directement dans l'histoire: «Oui, c'est un doudou qui aime bien la musique», mais qui peuvent faire des inférences, sur: «Ah bah oui, comme on a joué avec l'objet, ça veut dire qu'il aime bien la musique», voilà, ou leur poser d'autres questions un peu d'imaginaire autour de cette histoire sans que ça ait été des choses qui aient été dites. Voilà, donc de faire la même chose dans ces 2 groupes et de voir s'il y a un intérêt à utiliser, ce type de technologie, numérique, qui permettent, on va dire, de faire des histoires augmentées, plutôt qu'à faire, des histoires, enfin voilà, d'utiliser une histoire, toute simple. Donc c'est un peu pour comprendre, pour répondre à ces questions-là aussi, de voir, donc c'est quelque chose qui nous intéresse, qui intéresse, Marion Valot dans sa thèse et qui nous intéresse chez Premier Écrit, c'est de se dire quelle peut être la place du numérique, pour la petite enfance et est-ce que c'est possible de trouver des versions, d'utilisation du numérique qui fait quand même quelque chose qui fait partie de notre vie et donc auquel il faut que, les enfants puissent, s'éduquer, dès, la petite enfance, mais des choses qui passent pas par les défauts qu'ont le numérique, de ce côté très passif avec toujours un écran, et voilà, plutôt d'aller, revenir vers ce qu'on a discuté au tout début de cette discussion, comment l'enfant peut être acteur de son apprentissage, dans l'exploration. Voilà, donc c'est ces questions-là qui nous intéressent avec l'Igloo. OK. Et est-ce que vous faites ça aussi, sur des terrains, thérapeutiques ou que, en crèche ou école? Pour l'instant, on s'est intéressé vraiment que, on va dire, de chez voilà, dans des sur des sans que ce soit, vers des populations d'enfants qui pourraient avoir, des pathologies particulières. Notre envie avec l'Igloo, c'est aussi que, ce soit donc on est vraiment dans Premier Cri dans cette idée de ce qui est, on va dire, open source, donc vraiment, que tout soit libre, d'accès dans ce qu'on fait et donc on peut retrouver sur notre site, si vous avez un Fab Lab près de chez vous, enfin un endroit un atelier de fabrication numérique, vous avez la notice pour recréer votre igloo. Mais notre envie, c'est donc tout le monde ne peut pas faire ça bien sûr, mais c'est aussi que, si par exemple des chercheurs ou des praticiens, en voyant l'igloo se disent: «Tiens, bah, moi, j'aimerais bien l'utiliser, pour, tel projet, précis». Nous, on peut leur prêter et les aider aussi à le développer. Donc là, on développe, grâce à, Simon Juif qui nous a beaucoup aidés, on développe, une version, plus modulable de l'igloo où donc pour l'instant, je vous ai décrit là, il y a des dispositifs, qui avec des retours, précis. Donc si je touche ça, ça fait de la lumière, si je fais ça, ça fait du son. Qu'on puisse en fait, l'adapter et dire: «Bah tiens, si j'appuie là, ça dit papa, si je chatouille ici, ça vibre», si voilà, donc on Mmh. puisse, le modifier, avec cette idée que ça pourrait, si ça intéresse des gens, être utilisé, d'autres manières que ce à quoi nous on avait pensé. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui est numérique, dans l'igloo? Qu'est-ce que vous appelez numérique? Oui, alors en fait, ce qu'on va définir nous, comme, numérique, c'est ce qui va, permettre, de transcrire, à la fois, on va dire, une action en, ce langage binaire, qui est des 1 et des 0. Donc ça Mmh. peut être, si, bah, voilà, je touche quelque chose, ça va être transcrit, en, une information, numérique et dans l'autre sens, que ces informations, numériques, elles puissent, être, retranscrites, dans un retour, sensoriel. Donc c'est vraiment cette idée, que, le numérique, c'est, ce langage binaire, qui existe. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de pas le réduire, le numérique à ce que peut être un écran. Donc on a souvent l'idée que des outils numériques, c'est la tablette, la télé, l'ordinateur, et Mmh. là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être, numériques, sans que ce soit, forcément, passer par une interface, visuelle. Donc l'écran, c'est une manière, de retranscrire, ce langage binaire en quelque chose de perceptible par un humain, on va dire. Mais Mmh. il y en a d'autres et donc on peut, imaginer, que ces informations, elles passent, voilà, sous la forme, de vibrations, de sons, ce genre de choses. Donc on va vraiment prendre cette définition, là du numérique, OK, très bien, c'est clair. Je suis curieuse de savoir, quel a été votre plus grand challenge, dans l'équipe? Vous avez fait ce projet-là, sur plusieurs années, je crois, hein, débuté, peut-être il y a 2 ans, je sais pas? On a débuté l'Igloo, en septembre 2019. On a fait un workshop, dessus. Donc on Mmh. a travaillé, pendant 3 semaines, on était 15, entre 10 et 15 dans l'équipe à travailler dessus.
Et depuis, c'est vrai qu'on a continué à travailler, donc ouais, ça fera bientôt 2 ans, en effet. Après, il y a une petite pandémie entre les 2 qui nous a Oui. un peu retardés dans certaines de nos activités. Mmh, mmh, mmh. Quel est notre plus grand challenge? Ouais. Je pense qu'on a déjà, pour commencer, on a déjà de la chance, c'est que ça se passe plutôt bien. On a été accompagnés, pour le faire. On est dans un super environnement de travail, Mmh. et on a des gens, incroyables qui nous entourent, donc c'est vrai que ça et c'est bien reçu, par le public, autour de nous. Peut-être, un challenge qu'on rencontre maintenant, c'est de bien faire, comprendre, nos projets, dans les différentes communautés dans lesquelles on travaille. Et donc je pense que c'est un challenge que rencontrent, pas mal de gens, et peut-être toi, je ne sais pas, quand on veut faire, croiser enfin voilà, on fait un projet qui est un peu à l'interface entre plein de choses, et donc qui va pas être, exactement, ce dont chaque, partie prenante, on va dire, a l'habitude. Mmh. Et ça a à la fois été un challenge au moment où on a créé, l'Igloo, parce qu'on était tous, donc on travaillait, il y avait, des ingénieurs, des designers, une psychomotricienne, une pédiatre. Donc on travaillait tous ensemble sur ce même projet, et puis, bah, il y a des moments où, OK, on vient tous de milieux différents, on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc il a fallu, discuter entre nous, trouver une manière que ça fonctionne bien, pour, qu'on fasse un projet qui soit, ou enfin, pas qui convienne à tout le monde, mais qui parle vraiment à tout le monde, quoi, qu'enthousiasme tout le Mmh. monde, et c'est le cas maintenant. Mais c'est vrai que sur le moment, ça a été, il y a eu certaines, pas vraiment des frictions, mais il y a eu des moments où il a fallu, voilà, se confronter à qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut le faire tous ensemble. Et je pense que maintenant, on retrouve un peu ça, dans l'autre aspect, de dire, bah, voilà, l'Igloo, on le présente à la fois à des conférences scientifiques, on l'a présenté, à Caen, au sein, du Turfu Festival, donc qui est là, qui est plus une présentation de projet, on va dire. On veut aussi, pouvoir le présenter à des professionnels de petite enfance, auprès de familles, et c'est de comment est-ce que, on arrive à faire dialoguer tous ces gens autour de ce projet, et que chacun puisse, bien le comprendre, se l'approprier. Donc je pense que c'est ça qui est un challenge, super intéressant, mais qui nous anime beaucoup et qui nous plaît énormément. Mmh mh. OK, ouais, super intéressant. Et je vais te poser une dernière question. Avant ça, je voudrais rappeler que je vais mettre votre site internet, dans la barre de description. Site où on peut retrouver donc votre MOOC, sur, les questions du numérique auprès des enfants, qui est très intéressant, hein, que j'ai regardé, qui mélange vraiment, beaucoup de points de vue, pour venir nuancer, à la fois cette panique autour des écrans, mais aussi peut-être un laxisme. Enfin, voilà, il y a vraiment, vous ouvrez, le champ de la réflexion et des questions. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important, dans les interactions entre un adulte et un enfant, un tout petit, pour optimiser les apprentissages? Mmh, Comme ça, de ce que donc j'ai rencontré pas mal de parents, durant ma thèse, puisque voilà, je voyais leur bébé, donc on avait le temps, de discuter, et je sentais parfois chez certains parents, que, ils n'avaient pas forcément toujours, super confiance, dans leurs, compétences à être parents. Mmh, Donc souvent, moi je rencontrais des jeunes parents, c'était leur premier enfant, et c'est vrai que c'est pas simple. Je pense qu'il y a à la fois, on est dans des moments, enfin dans une période où on a beaucoup, beaucoup d'accès à l'information, et peut-être trop d'informations, des informations, on ne sait plus trop, vers quoi se tourner, pour qu'elles soient fiables. On vit dans une mmh, société où on est peut-être moins, proche, des grands-parents, enfin, en tout cas, qui ne vivent plus sous le même foyer. Donc voilà, c'est peut-être plus dur pour certains jeunes parents, de savoir bien, comment, s'y retrouver. Et je dirais aux parents que enfin, en tout cas, moi, ça me semble important qu'eux, ils se fassent confiance, et je pense que les parents sont pleins aussi de bonnes intuitions, et c'est important, qu'ils se sentent à l'aise avec leurs enfants, et voilà, de se dire,
que cet enfant qui est en face d'eux, qui parfois, quand ils sont tout petits, ils peuvent avoir l'air un peu fermés, on ne sait pas exactement, ce qui se passe. C'est des êtres qui sont déjà des êtres apprenants, et qui sont, et qui sont acteurs de cet apprentissage, et donc vraiment il faut, je pense, oser être dans l'interaction avec eux, leur proposer des choses, se dire que même si on le perçoit pas comme on le percevrait chez un enfant plus grand ou chez un adulte, où l'apprentissage, il peut être très net, il va s'exprimer, il va être verbalisé, il est déjà complètement en cours. Et de vraiment, voilà, se dire, «Tiens, bah, je peux y aller avec mon enfant, il est déjà en train d'apprendre des choses», donc ça peut être des tas de petites choses. Un bébé, très très petit, rien que de lui passer la main devant le visage, de le faire suivre, de lui proposer, des choses, où quand il va bouger, ça va faire des petits sons un peu différents, de lui sourire, d'interagir, de le toucher, voilà. Toutes ces choses-là, ça va être super important, pour, le bébé. Et ça peut lui créer un environnement, très favorable, à son développement. Donc voilà, c'est un peu ça, que je dirais aux parents, c'est de vraiment, se dire, ils ont quelqu'un en face d'eux qui est hyper, qui a hyper envie d'apprendre plein de trucs, et qu'eux, ils peuvent être complètement, aussi, partie prenante, dans cet apprentissage, et dès que le bébé est tout, tout petit, et que leur bébé est très acteur de, voilà, que c'est vraiment, il est là, il est présent, il a envie d'apprendre, donc voilà, ce serait peut-être ça. Génial, merci pour ta réponse. Très belle réponse. Je t'en prie, super. Bah, merci à toi, j'étais ravie de pouvoir participer, à cette émission, et Ouais, merci pour cette belle initiative, je trouve ça vraiment génial. merci beaucoup et c'était vraiment chouette de partir de la recherche avec toi et puis aussi de descendre un peu, l'échelle, vers le concret, vers Mmh. ces actes du quotidien, du coup, voilà. Merci beaucoup Lisa. Merci d'avoir regardé l'émission Nos liens. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les prochains épisodes. Pour soutenir Nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres, vous pouvez en devenir le mécène pour quelques euros par mois en vous abonnant à mon profil Patreon. Je vous mets le lien dans la barre de description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!